À toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce webinaire sur les enjeux de la mission IGAS-IGF et la restitution de l'enquête flash. Ce webinaire a été préparé par Agathe Martin de l'UNAPI, Laurent Perazzo du FEAP, Axel Pruvot d'Handicat, Jeanne Cornaille du GEPSO, Tiffaine Lagarde de Nexem et Carole Salaire d'APF France Handicap. Et au cours de ce webinaire, nous recevrons en guest star, si j'ose dire, Denis Charrier du réseau GESAT, Madame pardon, Maëlys Le Baillon, directeur de cabinet de la ministre Madame Fadila Khattabi, Charles Rozoy, conseiller éducation et emploi du même cabinet, du même ministère, et Madame Léa Marty, inspectrice à l'inspection générale des finances. Alors nous sommes très nombreux, actuellement 400 connectés. Vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole, mais vous avez la possibilité de poser des questions. Alors, ces questions, vous les posez dans la rubrique questions-réponses, la Q&R qui figure en bas de l'écran Zoom, surtout pas dans le fil de conversation. Si vous posez vos questions au bon endroit, vous pourrez recevoir une réponse et on essaiera de vous y répondre le plus possible au cours de ce webinaire. Alors, je tiens aussi, avant de commencer, et je ne me suis pas présenté d'ailleurs, pardon, Patrick Vincent, vice-président de l'UNAPI, à vous remercier pour les réponses que vous nous avez apportées, très nombreux à notre enquête flash. Vous avez été très nombreux à répondre dans un délai très court. Merci à tous. À vous transmettre également que pour les 6 organisations là, qui se sont réunies là, pour ce webinaire, les 6 organisations ont été auditionnées à ce jour. Et nous tenons d'ailleurs tous à saluer la qualité de l'écoute qui nous a été accordée par l'IGAS et par l'IGF au cours de ces auditions. Nous allons maintenant passer directement à la suite du programme. Agathe, je crois que c'est vous qui faites avancer les slides. Donc, vous avez là le programme de cette présentation de ce webinaire. Euh, le timing va être très serré, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais être le méchant qui va siffler les auditeurs quand ils seront un petit peu trop longs. Et je vais essayer de ne pas être trop long moi-même. Donc, avançons, Agathe, s'il vous plaît. Et la première intervention, c'est une introduction sur la lettre de mission, les auditions en cours, donc qui vont être faites par Laurent Perazzo, à qui je laisse la parole. Merci Patrick. Bonjour à tous. Donc je suis Laurent Perazzo et je représente la FEAP. Pour commencer, je vais rappeler le contexte de la mission IGAS-IGF en cours sur les ESAT. Donc une précédente mission, IGAS-IGF, avait été menée en 2019 et elle avait constaté que les ESAT permettent à une population particulièrement exposée à l'inactivité et au chômage de mener des activités professionnelles. Et également que les ESAT apportent une contribution importante à l'inclusion des personnes qu'ils accompagnent. Ça, c'était voilà, des enseignements forts de la précédente mission IGAS-IGF. Parmi les recommandations aussi formulées en 2019, en synthèse bien sûr, à retenir en particulier que ces recommandations se sont traduites, que ce soit donner de la souplesse de gestion aux ESAT, renforcer le droit des travailleurs, les droits des travailleurs, sécuriser les personnes sortant vers le milieu ordinaire. Donc ces différentes recommandations se sont traduites au travers du plan de transformation des ESAT. On va y revenir bien sûr, ou encore plus récemment, la loi pour le plein emploi. À noter aussi dans ces recommandations de 2019, l'instauration déjà avait été préconisée d'une grille de rémunération directe sur la question, l'enjeu de la rémunération des personnes, on va y revenir bien sûr aussi aujourd'hui, ou encore aussi la préconisation d'augmenter la rémunération directe par la fixation d'un plancher supérieur à 5% du SMIC. Donc on va y revenir aussi bien évidemment dans le cadre de nos travaux. Donc sur la poursuite aussi de la contextualisation, je dirais, par rapport au rapport précédent. Donc le rapport aussi avait identifié 2 orientations possibles pour l'avenir. Donc aller vers le statut de salarié protégé pour les personnes
également poursuivre la transposition au sein du Code de l'action sociale et des familles des dispositions du Code du travail. Donc ces deux orientations se sont traduites par des propositions, donc notamment de rendre la rémunération incitative pour les personnes, d'augmenter la prime d'intéressement, c'était aussi voilà, une préconisation importante, pouvoir sécuriser juridiquement les avantages annexes accordés par les ESAT, et donc aussi, bien sûr, là c'est aussi un de nos thèmes importants de la journée, envisager aussi un rehaussement progressif du plancher de rémunération directe des travailleurs des ESAT à 10 voire 15% du SMIC avec une étude d'impact préalable. Enfin, il était aussi identifié la nécessité de mieux reconnaître la valeur de travail pour les travailleurs en privilégiant la rémunération directe plutôt que l'allocation aux adultes handicapés, et également dégager des économies. À noter aussi que dans cette hypothèse, le rapport de 2019 avait aussi estimé la possibilité de dégager des économies sur l'âge différentiel en augmentant la rémunération directe, avec des économies évaluées à l'époque à tort de 80 millions d'euros au niveau agrégé. On pourra aussi y revenir. Donc, concrètement, voilà les impacts forts du rapport 2019 qui ont directement concerné l'ensemble de notre secteur. Au travers, c'est traduit donc par le plan de transformation des ESAT que vous connaissez, la loi sur le plein emploi, qui va être promulguée donc, prochainement, et également donc, la nouvelle mission EGAS-IGF en cours, objet de nos travaux donc, de cet après-midi. Donc, concernant la lettre de mission, elle reprend donc, les propositions formulées en 2019 donc, sur l'évolution de la rémunération des travailleurs, ce que j'ai déjà évoqué, donc, dans une logique de convergence des droits, avec identifié donc, dans la lettre de mission l'hypothèse de l'augmentation de la part financée par les actes qui serait au moins égale à 15% du SMIC, et également une aide au poste de l'État qui serait portée à 85% du SMIC, pour arriver pour une rémunération garantie à hauteur de 100% du SMIC. À noter aussi également dans les orientations de la lettre l'assujettissement des ESAT au versement de la contribution au régime d'assurance chômage, qui est également envisagé pour permettre aux travailleurs sortant volontairement des ESAT de bénéficier d'un revenu de remplacement. Et par ailleurs, l'affiliation des ESAT à l'UNEDIC leur permettrait de bénéficier des exonérations de cotisations patronales sur les bas salaires. Autre piste évoquée dans la lettre de mission. Merci. Alors, parmi les risques aussi identifiés dans la lettre de mission, c'est bien aussi la question de la fragilisation du modèle économique des ESAT, en corollaire du financement de nouveaux droits et de l'augmentation significative des charges de production, qui sont également aussi fortement impactées, je vous le rappelle, donc aussi par l'inflation et les coûts aussi élevés de l'énergie. Donc on pourra aussi y revenir ultérieurement. Également aussi, la lettre de mission identifie le risque de fragilisation du modèle économique des ESAT, comme je l'ai dit, mais par ailleurs, elle constate que la situation économique et financière de ce secteur reste peu connue et que dans ce contexte, les objectifs de la mission donc, sont d'évaluer l'impact économique sur la structuration des ESAT, donc l'impact de ces nouvelles mesures, et de déterminer un nouveau mode de financement par l'État. Également, dans les missions confiées à la mission, évaluer l'impact sur les travailleurs en termes de revenus nets disponibles, je viens de l'évoquer, et également évaluer l'impact sur les dépenses de l'État, la sécurité sociale et l'assurance chômage, donc au niveau macroéconomique. Donc, la parution, la publication du rapport est attendue donc, au début de l'année prochaine. Suite à la lettre de mission, des auditions ont été menées. Et donc, je me tourne maintenant vers Madame Léa Marty. Vous êtes inspectrice des finances et pouvez-vous nous dire quelques mots sur la démarche en cours? Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci beaucoup, Monsieur Perazzo, pour cette introduction à la mission et finalement aux différents questionnements qui nous sont adressés. Donc, moi, je suis inspectrice des finances, je travaille à l'Inspection générale des finances et donc je représente l'ensemble de la mission et donc mes collègues de l'Inspection générale des affaires sociales également. Peut-être juste pour vous repréciser très rapidement dans le temps qui m'est imparti, finalement le déroulé de la mission et comment est-ce qu'on va travailler. Donc la mission a été lancée en septembre. Entre octobre et décembre, on mène donc les auditions et les entretiens avec les acteurs. Je vais y revenir par la suite. Et également, une deuxième partie significative de notre travail, c'est l'analyse et l'exploitation des données disponibles et l'élaboration de scénarios de simulation.
Donc je détaillerai ça également dans un second temps, mais ça fait partie du deuxième grand volet que l'on mène. Et comme vous l'avez dit, donc, le rapport est prévu pour janvier, ce qui signifie qu'en termes de contribution de la part des acteurs, on n'arrivera pas à les prendre en compte, on va dire, après la mi-décembre, juste pour avoir ça en tête, parce que ça nous nécessite un délai de traitement quand même important. Et donc, nous remettrons notre rapport au commanditaire durant le mois de janvier. Pour revenir sur les auditions, j'ai fait un petit peu le tour. À date, nous avons rencontré plus de 200 personnes. Donc, dans 3 grandes sphères un petit peu types, on va dire la sphère institutionnelle, donc tant les directions de l'administration centrale que la CNSA, les agences régionales de santé, les maisons départementales des personnes handicapées, le défenseur des droits. Également, et je remercie tous ceux qui sont présents autour de la table, les têtes de réseaux associatives et le CIH, et également la sphère, on va dire, emploi et production commerciale des ESAT. Donc, nous sommes allés voir le service public de l'emploi, le collectif France Emploi Accompagné, les acheteurs publics pour prendre en compte cette dimension de la commande publique. Et nous continuons nos entretiens avec la GFIP et les employeurs du milieu ordinaire. Et enfin, nous éclairons nos travaux avec des entretiens avec des personnalités qualifiées, que ce soit des économistes, des sociologues ou des juristes, pour vous donner un petit peu le panel d'acteurs que l'on rencontre. Et un deuxième point qui est important, je pense, et peut-être que certains sont présents dans l'auditoire, c'est que nous nous déplaçons du coup pour des déplacements de terrain à la rencontre des acteurs. Et nous avons déjà rencontré donc 10 ESAT et une entreprise adaptée. Donc, on essaie d'avoir un panel un peu diversifié en termes de structures porteuses, de type de public accueilli par la structure, les activités commerciales réalisées, la localisation plutôt urbain, plutôt rural, pour essayer d'avoir une vision un petit peu, on espère, la plus réaliste de l'écosystème. Après, effectivement, on est un petit peu limité par ce qu'on permet de faire. Et en tout cas, je souhaite vraiment prendre l'occasion de remercier toutes les structures qui nous ont accueillis, puisqu'on a reçu un accueil royal et que c'était vraiment très important pour nous nourrir et pour être sûr de bien refléter les réalités rencontrées par le terrain. Et pour faire très vite aussi, je vous ai parlé du travail sur l'exploitation des données. Donc, dans ce cadre-là, on utilise des données qui sont bancarisées, on va dire, par la sphère institutionnelle. Donc, je pense aux données qui sont collectées par la CNSA, par l'ASP, mais on travaille aussi avec la CNAV sur le volet retraite, avec la CNAF, avec l'adresse, et avec le GIP plateforme de l'inclusion pour un petit peu avoir un panel un peu représentatif de l'ensemble des données qui sont accessibles au niveau des ESAT. Et à noter aussi qu'on va mobiliser donc, les données disponibles en termes de commande publique, qu'on va avoir aussi recours aux données qui sont collectées par le secteur, je pense au travail qui est fait notamment par le réseau GESAT. Et enfin, et j'aurais peut-être dû commencer par là, on est aussi très intéressé à utiliser les résultats de l'enquête flash qui ont été menés du coup par les organisateurs de cette réunion, qui nous sont très utiles aussi pour alimenter notre scénario de simulation et pour avoir des éléments, on va dire, actuels, frais et représentatifs, puisqu'il y a eu un grand nombre de répondants dans le cadre de l'enquête. Voilà, j'en ai terminé. Je crois que j'ai tenu mon temps. C'est parfait, Mme Marty. Je vous remercie vraiment d'avoir en plus été très clair dans vos explications et effectivement tout à fait dans le timing qui était prévu. Et je vais passer la parole maintenant à Axel Pruvot d'Handicat. Bonjour à toutes et à tous, donc Axel Pruvot, directrice de l'association Handicat. Donc je vais vous parler effectivement de cette enquête effectivement que Madame Marty vient d'évoquer, donc l'enquête flash qu'on a lancée à l'initiative des 6 organisateurs de ce webinaire. Donc on vous remercie pour votre implication dans le cadre de cette enquête, puisqu'on a eu plus de 500 répondants, ce qui représente à peu près 530 ESAT. Donc une enquête et des chiffres qui sont quand même assez exhaustifs par rapport au panel. L'intégralité du territoire national est couvert puisque vous représentez l'ensemble du territoire.
On va vous présenter un certain nombre de données. Alors, pas toutes les données, puisque certaines, on a pu constater qu'il y avait un enjeu de fiabilité sur certaines informations collectées. Donc, par exemple, quand il y avait des écarts types un peu trop importants ou des taux de réponse assez faibles sur certaines données, on a pris le parti, voilà, de ne pas présenter ces chiffres pour lesquels on avait une fiabilité mitigée. Et puis, on a pris des normes de référence, c'est-à-dire qu'on a pris des méthodes de calcul pour certains chiffres en se basant sur, par exemple, ce qui émerge de l'observatoire lancé par le réseau GESAT. Donc, on est parti du principe qu'un ESAT, c'était à peu près 90 travailleurs en moyenne. C'est à peu près les chiffres qui ressortaient effectivement de l'observatoire. Ça va être notre postulat d'analyse, on va dire, sur l'intégralité de cette enquête. La base de données anonymisée a été transmise aux inspecteurs et inspectrices de l'IGAS-IGF, effectivement, pour leurs travaux. Donc, ce qu'on voulait faire émerger dans le cadre de cette enquête flash, c'est des éléments qui sortent du plan de transformation des ESAT et du projet de loi plein emploi. Donc, le plan de transformation des ESAT, qui fait suite à une démarche de concertation avec l'ensemble des acteurs, c'est un plan qui a vocation à se mettre en œuvre de manière progressive et les décrets sont sortis fin 2022 avec une trentaine de mesures. Donc, dans l'enquête flash, on est allé sonder certaines de ces mesures pour voir l'impact financier sur les ESAT de ces mesures. Et puis, on a aussi été sondé dans l'enquête flash des éléments en lien avec la loi pour le plein emploi qui est qui a été votée et qui est dans sa dernière phase de promulgation et dont un titre, notamment le titre 3, portait justement sur la question de la personnalisation des accompagnements pour les personnes en situation de handicap pour favoriser cet accès à l'emploi. Donc, on vous rappelle rapidement, mais ces différents textes, le plan de transfo, la loi plein emploi, embarquent l'évolution d'un certain nombre de droits pour les travailleurs en ESAT, des droits individuels, des droits collectifs. Donc, pour les droits individuels, la loi plein emploi, à titre d'exemple, prévoit la souscription obligatoire à une complémentaire santé pour les travailleurs. Le plan de transformation des ESAT embarquait également des évolutions des droits individuels avec notamment la récupération et la majoration de la rémunération pour le travail le dimanche et les jours fériés, notamment le 1er mai, l'alignement sur les congés exceptionnels, le droit à la formation et puis la mise en place du carnet de parcours et de compétences pour chaque travailleur. Dans la loi plein emploi, on retrouve également un droit d'alerte et de retrait pour les travailleurs en ESAT. Et puis dans les droits collectifs, le plan ESAT prévoit donc un droit à la représentation avec la mise en place des délégués des personnes, de l'instance mixte également sur la partie hygiène, sécurité et conditions de travail. Là où la loi plein emploi prévoit des droits collectifs, notamment en termes de droit de grève, de droit de se syndiquer, la question de l'expression collective sur le temps de travail et puis la participation au CSE avec la voix consultative, notamment de l'instance mixte. Donc, ces mesures donc ces différents plans portent également sur un certain nombre de mesures qui visent à accompagner le parcours des travailleurs en ESAT, que ce soit au sein des ESAT, mais aussi vers le milieu ordinaire. Donc, on pense notamment à la question du parcours renforcé en emploi, hein, avec cette obligation de suivi et d'accompagnement de la personne qui ferait ce choix de sortir totalement vers le milieu ordinaire, donc avec l'accompagnement que pourraient proposer les ESAT, puis les plateformes emploi accompagnées. On a aussi des mesures sur la question du cumul temps partiel ESAT milieu ordinaire, notamment le plan de transfo met vraiment cette action au cœur des dispositions et vise à favoriser en fait cette possibilité pour les travailleurs d'avoir à la fois un pied dans l'ESAT et un pied dans une entreprise dite ordinaire, donc avec un certain nombre de mécanismes qui visent à aider justement ce cumul temps partiel et notamment cette question de l'annualisation de l'aide au poste qui permet d'assouplir ce type de disposition. Sachant que dans tous les cas, on a aussi cette possibilité d'aller-retour puisque la personne peut aussi réintégrer l'ESAT à tout moment. Et puis, on a une harmonisation des modalités de facturation des conventions de mise à disposition qui est portée aussi par ces textes. Voilà pour ces réformes qui visent à accompagner le parcours des personnes.
Merci Axel. Donc à venir, hein, le cadre de l'enquête et les principales mesures du plan ESAT et de la loi plein emploi. Donc tout cela a pour conséquence, nous en sommes tous conscients, hein, une augmentation des charges des ESAT, les charges obligatoires, hein, par exemple la mutuelle, les transports, et puis les charges à la main de l'établissement ou de l'association. Donc avant d'évoquer tout cela, je vais laisser la parole à Denis Charrier, donc directeur général du réseau GESAT, qui va revenir sur la situation économique des ESAT avant réforme. À vous, Denis. Merci Patrick pour cette invitation. Donc effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui un zoom sur la santé financière des ESAT, donc issu de la 5e édition de notre observatoire. Cet observatoire a été réalisé auprès de plus de 1000 répondants sur des données économiques en lien avec l'exercice 2022. Donc l'enquête flash que vous avez réalisée en septembre vient compléter plus précisément la lecture que nous en avions faite. J'invite toutes les structures présentes aujourd'hui à télécharger cet observatoire dans sa globalité, parce que certes, il donne des signaux faibles ou des points de vigilance, mais il dresse aussi toute une liste de points forts de notre secteur, le dynamisme de notre secteur, et ce sont autant d'éléments et d'arguments aussi qu'il faut que vous ayez en tête, notamment lorsque vous vous rendez en rendez-vous client ou en rendez-vous prospect. Dans cette 5e édition de l'Observatoire, globalement, 84% des ESAT et entreprises adaptées nous ont dit avoir un chiffre d'affaires stable ou en augmentation. On note, par rapport à cet exercice 2022, que nous revenons à un retour, c'est le retour d'un volume d'affaires pré-Covid. On estime au total que ESAT et entreprises adaptées, donc ces 2400 petites structures inclusives et économiques locales, réalisent à elles toutes 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Toutefois, en dehors de cette nouvelle positive, semble-t-il, 3 clés de lecture. On peut rester sur le slide précédent, Agathe. Quand on regarde la répartition des chiffres d'affaires par tranche et selon le type de structure, on note une grande disparité entre structures, à savoir que 55% des ESAT ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, quand 37% des entreprises adaptées ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Alors, pour rappel, on a 1430 ESAT en France, 950 entreprises adaptées, et en ESAT, 90 professionnels en situation de handicap en moyenne, quand on en a 46 en moyenne en entreprises adaptées. Donc, il y a quand même un gros écart entre ESAT et entreprises adaptées, un écart relatif au volume d'affaires qu'ils génèrent. Enfin, l'analyse porte sur l'exercice 2022, comme je le disais en introduction, et bon nombre de directeurs de structure, parce qu'ils ont répondu à cette enquête au cours du premier trimestre 2023, nous disaient nuancer ces propos, car ils commençaient à avoir quelques signaux faibles par rapport à une baisse de l'activité. Je crois que l'enquête flash que vous avez réalisée en septembre confirme cette tendance. Le troisième point qu'il faut retenir, donc on peut passer au slide suivant, on note une dégradation de la rentabilité. Donc même s'il y a un retour global qui est équivalent à une période pré-Covid, un retour à un volume d'affaires équivalent à la période pré-Covid, la rentabilité est en nette dégradation. Près d'une structure ESAT-EA une structure sur 4 déclare ne pas avoir été à l'équilibre en 2022. C'est plus 13 points comparé à 2018, donc période pré-Covid. Et quand on regarde dans le temps, les ESAT qui déclarent clôturer l'exercice avec un résultat net positif ou au moins à l'équilibre est passé de 92% avant le Covid à 75% en 2022, soit moins 17 points en 4 ans. Et effectivement, on le signalait tout à l'heure en introduction, 2 structures sur 5 disent notamment être clairement impactées par les surcoûts énergétiques et les difficultés d'approvisionnement. Je recède la parole, Patrick. Votre micro est coupé. Merci Denis pour ces précisions qui sont effectivement très importantes. Et là, on va rentrer un peu dans le cœur de la réforme. Je vais laisser la parole à Jeanne Cornaille du GEPSO. Alors peut-être juste avant de passer la parole à Jeanne, juste donner un grand chiffre, le premier grand chiffre un peu macro qui ressort justement de notre enquête flash, et ça tombe bien parce qu'elle est
assez aligné avec les enseignements que Denis vient de présenter dans le cadre de l'Observatoire. C'est qu'à l'issue de l'analyse des résultats de l'enquête flash qu'on a pu mener, 28% des ESAT se déclaraient effectivement être en déficit. Donc, on voit qu'on est assez aligné avec les chiffres présentés précédemment. Alors, attention, il y a quand même des marges. Voilà, on n'est pas des statisticiens. On sait qu'il y a la question de la fiabilité des données. Il faut être prudent avec. Et puis, vous avez tous répondu de manière très rapide, dans des délais très contraints. Mais en tout cas, voilà, on va vous donner en tout cas des chiffres globaux comme ceci dans la suite de la présentation. Et ce premier chiffre est un chiffre qui nous paraissait être très important et éclairant sur la situation financière des ESAT. Merci Axel, et pardon, effectivement, c'était un chiffre très important à ne pas louper. Jeanne, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour à tous. Donc, Jeanne Corneille pour le GEPSO. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, effectivement, avec le premier point qui est prévu concernant la mutuelle, puisque dans le plan ESAT était prévu déjà une incitation forte à souscrire à une complémentaire santé au bénéfice des travailleurs, qui est confirmée par la loi pour le plein emploi, avec cette fois l'obligation de souscrire à une complémentaire santé et une obligation de financer 50% du montant de celle-ci. Ce que nous apprend l'enquête Flash, c'est qu'aujourd'hui, 39% des ESAT financent déjà la complémentaire et que pour 61% de ces ESAT, celle-ci est obligatoire. Et dans 15% des cas, elle fait l'objet d'augmentations de cotisations régulières. Concernant cette mutuelle qui est proposée par les ESAT, donc pour 61% des ESAT qui proposent la mutuelle, on constate qu'elle est différente de celle qui est proposée aux salariés ou aux agents, à savoir que dans le panier de soins, il y a plus de frais médicaux, moins d'optique et de dentaire, plus d'hospitalisation. Donc voilà, avec un certain nombre de questions qui se posent d'ores et déjà sur les impacts de la généralisation, notamment en termes d'uniformisation des offres entre travailleurs, salariés, agents, et le point de vigilance à ce que l'offre demeure tout aussi intéressante par la suite pour les travailleurs. Slide suivante. Merci. Ce qu'on constate également, c'est que pour 41% des ESAT qui financent cette complémentaire santé, ils la financent à hauteur située entre 30 et 50% du montant. Voilà, en termes de budget, c'est un point effectivement très important à regarder. Si on prend la moyenne pour les ESAT aujourd'hui, ça représente moins de 5 000 € la mutuelle. Si on regarde de façon plus précise pour les ESAT qui consacrent une partie de leur budget, on arrive à un montant à 17 000 € et le budget estimatif post-réforme, c'est près de 30 000 €, sachant que, comme le précisait tout à l'heure Axel, on est bien sur l'hypothèse d'un budget par établissement avec 90 travailleurs, ce qui fait au global un estimatif à 45 millions. Et pour mémoire, l'étude d'impact annexée au PGL plein emploi était un estimatif à 36 millions. Voilà pour ce qui concerne la mutuelle. Deuxième point aussi de la réforme, le financement des transports en commun des travailleurs, puisque la loi pour le plein emploi prévoit un financement de 50% de l'abonnement transport en commun. D'un forfait mobilité, d'un remboursement des frais kilométriques qui soit à la discrétion de l'ESAT pour ces deux derniers points. Ce que nous enseigne l'enquête Flash, c'est que 17% des ESAT ne sont pas concernés par cette mesure, dans la mesure où aucun travailleur ne vient en transport en commun, et qu'aujourd'hui, on a 57% des ESAT qui ne financent pas les transports en commun. Et pour ceux qui seront concernés par cette mesure, et c'est le cas lorsque la municipalité ne finance pas les transports en commun, ce sera du coup pour les ESAT concernés une charge nouvelle et importante. À noter que ceux qui financent déjà les transports en commun, les ESAT sont déjà à près de 50% à hauteur de financement. Voilà. Sur les autres mesures en lien avec le financement des transports en commun, on remarque que 60% des ESAT financent un autre moyen de transport, et pour 58%, la majorité, c'est la navette. Et puis, ce qu'on peut dire également, c'est qu'une petite part aujourd'hui des ESAT financent les mobilités durables et frais kilométriques. En termes de budget, ce que ça représente aujourd'hui, donc en moyenne actuellement, c'est 32 500 €. Et pour les ESAT
qui consacrent déjà actuellement une partie de leur budget au financement de ces transports, ça représente 45 000 €, toujours avec cette hypothèse des 90 travailleurs. Voilà pour les transports en commun. Pour le troisième point, à savoir la rémunération directe pour les ESAT. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que le montant actuel de la rémunération directe est à 9 du SMIC. Alors, ce qui est important de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est vraiment une moyenne, puisqu'en épluchant très en détail les chiffres, on constate une très, très forte hétérogénéité des situations. Que le montant réaliste estimatif pour arriver à une situation où on ne met pas en péril l'équilibre économique des établissements, il est situé à 10 du SMIC, tout en sachant que ce que fait ressortir l'enquête, c'est qu'on a près d'un tiers des ESAT où la rémunération directe est inférieure ou égale à 6 du SMIC. Donc, on est bien en dessous du 10 %. Ça veut dire que la marche à gravir, à franchir est quand même assez importante pour un certain nombre d'entre eux. Ce qui nous fait dire qu'il paraît tout à fait important de prévoir vraiment une progressivité de la mesure. Sinon, c'est un risque vraiment très, très fort de péril et de difficultés économiques, sachant que ce que nous disent aussi les ESAT interrogés, c'est que plus de la moitié d'entre eux se disent aujourd'hui, compte tenu de leur situation, en incapacité d'augmenter leur niveau de rémunération. Donc vraiment, la notion de progressivité de cette hausse, de cette augmentation nous paraît importante à souligner cet après-midi. Merci Jeanne. Vous êtes en avance, dites donc, c'est formidable. Je vais laisser la parole maintenant à Agathe Martin de l'UNAPI, donc pour la suite des différentes mesures. Merci beaucoup, Patrick. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas. Je crois que j'ai un petit problème de micro. Donc maintenant, on a exposé les mesures qui vont représenter dans tous les cas une charge pour les ESAT. Et maintenant, il s'agit d'évoquer les postes de dépenses sur lesquels les ESAT ont une prise qu'ils pourront diminuer et qu'ils risquent de diminuer en répercussion en fait du coût des mesures précédemment évoquées. Et ces mesures, ces postes de dépenses sont très en lien avec la mise en œuvre des réformes actuelles et de ce qu'on souhaite des ESAT en termes de promotion du parcours et des droits des travailleurs. Donc, c'est là où le bas risque de blesser, notamment. Donc, concernant les avantages annexes, ils sont très souvent préférés par les ESAT à l'octroi de primes, parce que notamment plus tangibles pour les travailleurs. On voit qu'il y a seulement 17% des ESAT qui n'accordent pas ce type d'avantages. Le budget moyen, il est de 12 500 €. On voit que les principaux, donc c'est les chèques cadeaux, par la suite, les chèques vacances, les indemnités kilométriques, et vous en avez plusieurs autres évoqués sur lesquels je ne vais pas revenir, mais que vous pourrez regarder en détail, ça peut donner des idées. Donc parmi ceux-là, on a juste le financement de 50% des tickets restaurants qui est une obligation. Le reste, c'est à la discrétion de l'ESAT. Et la loi pour le plein emploi évoque seulement les chèques vacances et une obligation. Ces avantages tels que le préconisait le rapport IGAS-IGF de 2019. Vous avez un problème de micro, Agathe? Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est mieux. Je suis désolée. Là, c'est bon? Allez-y. Non, ce n'est plus bon. Je crois que j'ai un problème. Vous m'entendez? Oui. Bougez plus surtout. Là, vous m'entendez? Ok. Concernant les primes, alors on parle principalement donc, dans le plan ESAT et la loi plein emploi de la prime de partage de valeur, dont le montant maximum est de 6 000 €, donc ancienne prime PEPA, qui est prise en compte pour le calcul de l'AAH. Attention, par rapport à cette donnée-là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sujets d'interrogation dans les établissements. Et la prime d'intéressement qui est d'un montant maximum de 10% de la rémunération directe et qui, elle, n'est pas prise en compte pour le calcul de l'AAH.
Donc là, il y a plusieurs choses qui vont vraiment dans le sens de, voilà, il y a quand même 59% des établissements qui ne versent pas de primes, et pour 45% de ces établissements qui n'en versent pas, c'est parce que ils ne font pas suffisamment d'excédents ou sont en déficit. Donc ça, c'est un élément important et c'est ce qui est souvent ressorti. Si on ne fait plus d'excédents, il n'y aura plus de primes pour les travailleurs. Et pour 20%, les primes sont versées selon les années, selon le résultat réalisé par les AT. Quand les primes sont versées, c'est principalement la prime de partage de valeur, la prime d'intéressement dans 41% des cas, et puis aussi des primes, donc on l'a rentré dans la grande catégorie parcours. C'est tout ce qui va venir souligner en fait bah voilà, les travailleurs qui sont mis à disposition, qui sont détachés en entreprise, voilà, toutes ces primes de manière générale. Et puis pour terminer, voilà, les autres charges qui pèsent sur les ESAT, il y a aussi toute la mise en œuvre de la mesure du parcours renforcé en emploi. Donc là, on est plus sur le budget social, mais malgré tout, c'est un élément important. On a 68% des ESAT qui ont un ou une CIP pour 0,8 ETP en moyenne, donc ce qui est quand même relativement peu. Et on voit que c'est très important d'avoir un CIP au sein de l'établissement, parce que les ESAT qui en ont accompagnent enfin, voilà, 2 fois plus des travailleurs vers la sortie que ceux qui n'en ont pas. On est sur 155 heures en moyenne d'accompagnement. Là, il y avait un écart type assez important, donc à prendre avec des pincettes. Et 91% des établissements ne facturent pas aux entreprises l'accompagnement pour pas que ça constitue une perte de chance pour les travailleurs d'être insérés en milieu ordinaire. Alors que c'est une possibilité, hein, bien précisée par la FAQ plan ESAT. Et pour terminer, voilà, les mesures sont très intéressantes, mais c'est vrai qu'il est important que les établissements puissent bénéficier d'aides. Et quand on questionne sur les aides perçues, on a quand même 61% des structures qui n'ont pas reçu d'aide via le FATESAT et 45% qui n'ont pas reçu d'aide, donc FATESAT ou autre. Et sur les aides souhaitées, quand même 67% des établissements auraient souhaité déposer un projet dans le cadre d'un FATESAT 2024 qui n'aura finalement pas lieu. Voilà, donc, là aussi, on aurait pu souhaiter un renouvellement de cette aide et si possible, une modification aussi de l'obligation de cofinancement à hauteur de 50% qui peut être un frein pour les établissements qui ne sont pas en mesure de cofinancer leur projet. Voilà, je cède la parole. Merci. Merci Agathe. Nous allons redonner la parole à Axel pour les conséquences sur l'accompagnement. Oui, alors du coup, sur les conséquences sur l'accompagnement, dans le cadre de l'enquête flash, nous vous avons posé la question. Alors pour vous, est-ce que les réformes actuelles et l'augmentation des charges qui pèsent sur les ESAT auront un impact négatif sur l'accompagnement des travailleurs? Et sans grande surprise, vous avez été 78% à nous répondre que oui, selon vous, les réformes auront un impact négatif sur l'accompagnement des travailleurs, contre 6% qui auraient répondu non. Donc, ces principales conséquences sur l'accompagnement des travailleurs, on a essayé de les synthétiser dans des grandes rubriques. Donc, les principales, en tout cas, qu'on peut vous faire remonter, qui nous sont remontées dans le cadre de cette enquête flash, c'est déjà l'inquiétude sur la fermeture des ESAT. Quand on a 28% des ESAT qui sont déjà en déficit, sans avoir déjà, pour la plupart d'entre eux, mis en œuvre ne serait-ce que les mesures du plan de transformation des ESAT, par exemple, ils auront une charge et ça représenterait une charge conséquente sur leur budget et leur budget commercial notamment. Et une grosse inquiétude porte également sur la sous-activité dans les ateliers, avec cette crainte de devoir répercuter l'impact budgétaire, l'impact financier qui sera supporté par les ESAT sur l'augmentation des tarifs et donc d'être effectivement en risque de perte de marché en lien avec l'évolution à la hausse de ces tarifs pour juguler effectivement l'impact financier de ces différentes mesures. Une autre inquiétude qui est remontée dans le cadre de cette enquête flash de manière récurrente, c'est la question du changement des profils des travailleurs en ESAT, avec effectivement certains ESAT qui nous disent que le risque, c'est de ne garder finalement dans les ateliers les plus rentables, qui soient finalement moins accessibles à certains profils qui auraient besoin d'activités professionnelles plus adaptées au regard de leur typologie de handicap. Et puis pour certains, nous parler très clairement d'un risque aussi de sélection à l'entrée, ce qui irait à l'encontre effectivement des missions des ESAT.
puisque confronté à l'objectif de produire plus, d'avoir une plus grande productivité, d'atteindre des objectifs chiffrés de sortie également vers le milieu ordinaire. C'est ce qu'on voit dans certains échanges avec des autorités de tarification et contrôle, où on voit des pourcentages de taux de sortie vers le milieu ordinaire, ce qui pourrait effectivement entraîner des pratiques de type sélection à l'entrée dans les ESAT, ce qui serait effectivement une pratique très critiquable. Et puis la question des parcours des travailleurs, la diminution des investissements pour la création de nouvelles activités, effectivement, hein, si on dégage moins de marge, et bien finalement, c'est moins d'investissement potentiel sur la création de nouvelles activités à valeur ajoutée pour les travailleurs, et notamment pour les accompagner et les aider aussi à monter en compétence sur des activités un peu plus diversifiées. Et puis aussi, se posera cette question de comment accompagner le parcours, qui est un temps long, tout en augmentant finalement la productivité des établissements qui, elle, se traduit sur un temps court. Donc voilà, toutes ces questions en lien avec le parcours des travailleurs, effectivement, est posée. D'autres conséquences sur l'accompagnement des travailleurs, c'est le risque de privilégier la productivité à l'accompagnement médico-social. Finalement, on va être tenté en tout cas d'augmenter la productivité de l'ESAT pour équilibrer les résultats, de réduire effectivement les actions de formation et de soutien. C'est ce que certains ESAT identifient comme inquiétude, puisque effectivement, hein, tout ce qui peut être généré en termes d'excédent, c'est autant d'argent qui pourrait être réinvesti dans la montée en compétences, dans la formation. Avec un autre risque qui est aussi de moins respecter le rythme et la fatigabilité des travailleurs en ESAT, et d'avoir une diminution du temps consacré à la sensibilisation des travailleurs sur leurs droits, notamment en lien avec les réformes actuelles, puisqu'on voit qu'il y a un certain nombre de droits individuels et collectifs qui ont évolué et pour lesquels les travailleurs pourront être accompagnés. Et bien ça, il faut vraiment ne pas mettre ça de côté, et c'est un risque qui a été identifié. L'autre risque identifié, c'est finalement aussi moins de redistribution. Aujourd'hui, un certain nombre d'ESAT profitent effectivement de leur budget pour réinvestir dans des primes et puis octroyer un certain nombre d'avantages, notamment ce qu'Agathe a présenté dans l'enquête, hein, des chèques vacances, etc. Eh bien ça, ce sont autant d'acquis qui pourraient éventuellement être impactés et du coup moins valoriser en fait ce travail fourni par les travailleurs. Et enfin, les conditions de travail, la diminution de l'investissement qui concernerait par exemple les conditions d'accueil, la modernisation des outils de production, ce sont effectivement des réinvestissements qui pourraient être mis dans la modernisation de l'outil de production et qui risqueraient effectivement de ne pas être dégagés pour moderniser cet outil de production. On peut vous citer un ou deux verbatim à titre d'illustration, puisque vous nous avez fourni des petites phrases pour nous dire un peu vos inquiétudes. Donc, je vous prends un verbatim, finalement. L'accompagnement développé auprès des travailleurs, ça demande du temps, ça demande des professionnels, ça demande des espaces en dehors de la production pour développer des compétences transversales, des partenariats, notamment lorsqu'on favorise le choix éclairé de la personne, l'autodétermination. Et donc ça, il ne faut pas mettre ça de côté sous le prisme de la question économique. Et un dernier verbatim, la rentabilité et la productivité deviendront la priorité sur l'accompagnement afin que le chiffre d'affaires permette le financement de ces charges complémentaires. Donc voilà, deux verbatim qui retranscrivent bien vos inquiétudes par rapport à ce qu'on vient de vous présenter. Merci Axel. Je donne maintenant la parole à Tiffaine Lagarde de Nexem pour quelques illustrations et points de vigilance. Merci. Donc oui, pour compléter les propos d'Axel et illustrer les conséquences qui ont été évoquées, plusieurs ESAT dont vous faites sûrement partie avaient déjà fait des projections sur les conséquences que ces mesures vont avoir d'un point de vue budgétaire. Donc là, on peut voir à l'écran certains exemples qui sont évoqués. Par exemple, donc, la participation obligatoire de la mutuelle pour une structure qui accompagne 100 travailleurs, ça représenterait 35 000 €, plus la cotisation au Pôle emploi qui pourrait représenter 74 000 €, et avec des passages de l'augmentation du point par rapport au SMIC qui pourrait représenter à peu près 217 000 €.
Ces exemples, on peut les retrouver à différents niveaux selon la taille de la structure, selon déjà l'avancement qui est fait en termes de financement de la rémunération des travailleurs, mais on voit que l'ordre de grandeur est assez conséquent sur les budgets. Par exemple, la deuxième illustration que vous voyez pour une structure qui accompagne 166 ETP de personnes en situation de handicap. Là, on voit que la rémunération ici, que le passage de la rémunération pourrait représenter plus de 448 000 euros, avec un impact sur l'établissement qui représente un déficit de 250 000 euros. Et ces exemples, on en a assez régulièrement. On pourrait voir, par exemple, en exemple 3, par exemple, pour un autre établissement, un autre ESAT de 100 travailleurs, le déficit serait estimé à 157 000 euros, sachant qu'en plus, dans ce cadre-là, on aurait une exonération des cotisations patronales qui serait prise en compte malgré tout et qui représenterait 85 000 euros. Donc, on voit que, quelles que soient les situations, les impacts économiques sont plus que majeurs sur l'ensemble des structures. Même en prenant des hypothèses du type, en augmentant le prix, en augmentant les tarifs, eh bien, ça aurait pas d'effet puisque ça voudrait dire qu'on serait hors marché et hors prix du marché, donc ça serait pas forcément envisageable. Que le fait d'envisager cette augmentation, il faudrait que le résultat soit multiplié par 3,5 par exemple. Donc, on voit que ces conséquences sont assez fortes, plus que fortes. Et d'ailleurs, le déficit à court ou moyen terme est malheureusement envisagé. Donc, à ce titre, on a plusieurs points de vigilance que l'on peut noter et sur lesquels on attire l'attention, et vous nous avez attiré l'attention, hein, l'enquête met en avant ces éléments, c'est-à-dire la temporalité des évolutions. C'est-à-dire que les mesures aujourd'hui envisagées dans le cadre du plan de transformation des ESAT, on en est au début. Donc, on voit que cette temporalité, il est nécessaire d'avoir un temps d'adaptation pour l'envisager. Et l'enchaînement de ces réformes se fait assez rapidement et on peut voir donc avec des difficultés. Le contexte économique est défavorable également, compte tenu de l'inflation qui vient impacter les budgets et qui peut mettre en danger donc la pérennité de nos activités. Également, le manque ou le besoin de soutien qui apparaît puisque tout ce qui est transformation de l'offre, tout ce qui est innovation fait que on va devoir accompagner davantage et que l'investissement qui pourrait être mis dans ces accompagnements sera d'une autre nature. L'évolution du public accompagné en ESAT, c'est un point de vigilance également, puisque, comme on le disait précédemment, le profil des travailleurs soulève des questions du risque de la sélection et du coup serait à l'encontre des missions des ESAT. Et également, l'impact sur l'évolution de la rémunération des travailleurs, puisque l'alignement de la rémunération rapprocherait, et notamment d'un point de vue conventionnel, pour entraîner des situations assez paradoxales au sein des structures, d'autant plus dans un climat que l'on connaît difficile. Donc, en effet, l'ensemble de ce que l'on a pu évoquer, ces points de vigilance interrogent sur la vision que l'on peut avoir et les orientations que l'on va donner aux ESAT de demain. Donc, c'est des éléments, en effet, qui interrogent et de se dire quel modèle des ESAT pour demain. Merci beaucoup, Tiffaine. Écoutez, là, je vais donner la parole à Monsieur Le Baillon en vous remerciant une nouvelle fois de participer à ce webinaire. Donc, comme vous l'entendez, donc évidemment, il n'y a pas du tout
de remise en cause par rapport aux droits nouveaux pour les travailleurs d'ESAT, hein, qui sont des points que chacune des organisations a pu défendre dans les discussions avec le ministère. En revanche, comme vous pouvez l'entendre, une forte inquiétude sur les conséquences financières et économiques de ces nouveaux droits. Donc, Monsieur Le Baillon, je vous laisse la parole et je vous remercie d'être là. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je m'excuse par avance que je suis grippé. Je me suis sorti de mon lit pour venir vous voir parce qu'il me paraissait important d'être là, mais ma voix est un petit peu atteinte. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Ce qu'on voit collectivement, je pense, c'est qu'on a des situations très différentes entre les ESAT, y compris sur les droits qui existent déjà dans beaucoup d'entre eux, qui restent à construire dans certains autres, des niveaux de rémunération aussi qui sont pas les mêmes. Et donc, c'est vrai qu'il est compliqué d'avoir une solution et des réponses uniques au regard de la diversité de vos situations, de vos zones d'activité, des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes. Mais pour autant, je pense que collectivement, comme vient de le dire Monsieur Vincent, nous avons la volonté de pouvoir avancer sur les droits des travailleurs et de vous rassurer également sur l'ambition. Certains auraient pu vouloir que dès le projet de loi plein emploi, nous allions vers un certain nombre d'avancées et d'annonces sur les rémunérations des travailleurs en ESAT. Nous avons fait le choix de poser les choses, de mettre en avant les inspections générales des affaires sociales et des finances pour pouvoir nous aider à avoir une vision éclairée d'une situation. Comme on l'a dit au début, la situation économique des ESAT est assez mal connue, malgré un certain nombre de remontées et d'informations qu'on peut bénéficier aujourd'hui. Le post-Covid a aussi affecté une partie de votre situation. Donc, où en sera-t-on demain? On voit que 2022 a été une année de reprise. Est-ce que 2023 sera une meilleure année? Les conditions liées à l'inflation et au coût de l'énergie ont aussi affecté clairement vos résultats. Donc, on voit bien que la situation collective en termes économiques n'est pas complètement stabilisée sur ces 2 dernières années. Les raisons pour lesquelles le gouvernement a souhaité confier cette mission d'inspection, elles sont assez simples et elles sont en lien avec le rapport de 2019. C'est celle de savoir comment aujourd'hui, plutôt que de bénéficier à la fois d'une rémunération en ESAT et de l'allocation adulte handicapé, nous pouvions, dans une seule et même rémunération, permettre aux travailleurs dans les ESAT de pouvoir obtenir une rémunération mensuelle qui soit plus digne, qui leur permette d'obtenir un revenu à même de justifier par exemple, d'un accès à un logement. On sait que c'est toujours un peu compliqué lorsque une partie de nos revenus sont issus de l'allocation adulte handicapé. Et donc, la question qui a été posée à l'inspection, c'est celle-ci, c'est de regarder dans quelle mesure l'augmentation des revenus pouvait être faite par base communicant avec l'allocation adulte handicapé, base communicant d'autant plus facile désormais que nous avons la déconjugalisation de l'âge qui fait que tous les travailleurs en ESAT sont désormais éligibles à l'allocation adulte handicapé. Je note que vous avez une inquiétude sur les 15%. Il appartiendra aux inspections de vous dire quel est aujourd'hui le montant de participation des employeurs. On voit que les situations sont très, très différentes. Donc, il n'y a aucune décision qui est prise en la matière. Sur les assurances chômage, peut-être pour aussi vous rassurer, mais nous aurons quelques questions dans la suite. Il ne s'agit du risque aujourd'hui qui est assez faible, vous l'avez souligné dans beaucoup de remontées. Donc, on peut aussi imaginer des solutions différentes en fonction de la situation des ESAT. Par ailleurs, il y a quelques avantages qui sont mis en avant. On l'avait dans un exemple concret tout à l'heure sur les exonérations de cotisation. En effet, aujourd'hui, vous n'êtes pas éligible aux exonérations de cotisation d'allègement diffusion. Demain, vous pourriez l'être. Je crois que c'était 85 000 ou 75 000 euros, pardon, je ne sais plus, dans un des cas, y compris en restant sur les mêmes conditions économiques. Ça peut être aussi un élément important, 85 000. Voilà. Un élément important pour vous de savoir que nous travaillons aussi sur cette question d'exonération des cotisations patronales sur les bas salaires, qui est un élément à prendre en compte dans l'équation globale. Donc, si je me penche sur le cas qu'on a devant les yeux, les 75 000 euros de cotisation à France Travail sont majorantes au regard du risque d'accès à l'assurance chômage qui existe. Les 85 000 euros d'exonération de cotisation patronale sont réels et les 15% sont un chiffre que nous devons déterminer collectivement. Le chiffre de 15, il est tout simplement la reprise des préconisations du rapport de 2019. On était dans la droite ligne, c'est pour ça qu'on a mis 15 dans la lettre de mission. Sincèrement, aucune décision n'est prise. Et au regard de la mission d'inspection, nous aurons à cœur de regarder quel est le montant qui semble adéquat. Peut-être plus largement, pour parler un peu du rôle des ESAT, je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est important de le dire devant l'ensemble de la communauté ici présente.
Le gouvernement considère que les ESAT sont un acteur essentiel et important d'accompagnement des personnes en situation de handicap, et à aucun moment il n'est question de fermer des ESAT. Évidemment qu'on ne va pas mettre en déficit volontairement des ESAT pour qu'ils soient menacés et que leur avenir soit fermé. Donc, je ne crois pas qu'on l'ait fait par le passé. Ce n'est pas vraiment du tout à l'objet ni à l'ordre du jour. Il s'agit de renforcer les droits des travailleurs tout en maintenant la santé et la solidité économique du secteur. Donc, c'est une ligne de crête qu'il nous faut trouver. On est ensemble et je crois qu'on a déjà co-construit un certain nombre d'avancées tous ensemble, et c'est bien l'optique et la philosophie qui guident nos avancées futures. Les ESAT, pour nous, ont deux vocations. Une, servir de tremplin pour celles et ceux qui ont vocation pour accéder à une entreprise adaptée, au milieu ordinaire. Ça peut être un pourcentage des personnes que vous accompagnez, qui n'est pas forcément la majorité, mais qui existe. Et puis une deuxième, qui est de fournir une activité professionnelle à des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas la capacité de travailler à pouvoir être en milieu ordinaire. Et ces deux aspects, c'est les deux jambes de votre activité. Pardon. Et nous souhaitons évidemment les maintenir. On a un certain nombre de décisions à prendre, elles sont devant nous, et je ne voudrais pas préjuger du rapport de l'inspection, donc je reste dans les grandes orientations, mais on les construira ensemble, et il est évident que nous aurons à cœur de pouvoir être à vos côtés pour savoir identifier les risques. J'ai bien entendu, et c'était passionnant de pouvoir avoir ces remontées dès maintenant, puisque ça éclaire aussi, je pense, le travail des inspections générales. Mais avant de prendre toute décision, nous reviendrons vers vous avec le rapport d'inspection. Voilà très rapidement ce que je pouvais vous dire. Merci, Monsieur Bayon, pour ces précisions, effectivement, qui sont, on va dire, des précisions d'étape, tout étant évidemment également dans l'attente du rapport IGAS-IGF à venir au mois de janvier. Donc, beaucoup de questions hein, de la part des participants. Là, nous sommes actuellement 575 connectés, on a été jusqu'à 586. Donc, évidemment, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais Carole Salaire d'APF France Handicap donc, a sélectionné les plus représentatives et évidemment, nous serons amenés aussi à apporter des réponses après ce webinaire. Carole, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci Patrick. En effet, donc il y a beaucoup de questions dans le chat et on avait également collecté des questions donc en amont. Peut-être d'abord une question qui était sur la temporalité de la mission, une certaine surprise hein, sur cette nouvelle mission IGAS-IGF au regard du calendrier de l'adoption du plan de transformation de la loi sur le plein emploi. Pourquoi engager une nouvelle mission, n'est-ce pas un petit peu à contre-temps et puis la temporalité aussi par rapport à la situation du secteur. Voilà. Je vous laisse peut-être répondre, puis on fait des allers-retours comme ça. Merci. Écoutez, je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les réflexions autour du statut des travailleurs des ESAT ont été au cœur de la Conférence nationale du handicap où étaient associés un certain nombre de groupes de travail qui représentaient l'ensemble des personnes concernées, y compris les représentants des ESAT. Et il n'y avait pas eu de consensus pour trancher sur un certain nombre de sujets, dont celui de la rémunération. Donc, nous avons fait le choix de procéder en deux étapes. Une première qui était d'intégrer un certain nombre de droits dans le projet de loi plein emploi, et une deuxième, ce que le président de la République, quand on reprenait son discours, a annoncé en avril dernier, qui était de renvoyer la question de la rémunération et de la question de l'assurance chômage à une mission des inspections. Donc, le calendrier pour nous était assez clair et dès le mois d'avril, nous avions annoncé cette mission au regard des avancées que nous souhaitions faire, sans pour autant préjuger des plans de sortie sur ce deuxième volet. D'accord. Et le calendrier après la mission, du coup, il est Mais nous avons toujours la capacité à nous projeter sur un projet qui est le projet de loi de finances pour 2025, qui doit être l'occasion de faire bouger les choses. Donc, vous voyez que quoi qu'il arrive, les décisions ne peuvent pas se prendre avant janvier 2025. L'idée est d'avoir ce moment entre janvier et l'été 2024 pour pouvoir décider ce qu'il faut avancer. Nous ne sommes pas pressés, il n'y a pas d'urgence en la matière, mais il y a un engagement à avancer ensemble. Donc, nous avons encore quelques mois devant nous de discussion.
Merci. Alors, il y avait une question, voilà, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais quand même une grande inquiétude des acteurs sur voilà, la mise en danger du modèle ESAT, la vocation aussi des ESAT et les évolutions projetées au-delà. Donc, vous avez déjà un petit peu répondu, mais quand même cette inquiétude au-delà du modèle, cet équilibre aussi des missions réalisées par les ESAT entre voilà, sa vocation quand même médico-sociale et puis là, l'évolution en termes d'activité aussi, les impératifs là, de rentabilité. Donc, est-ce que on ne déconstruit pas non plus un modèle à terme? Écoutez, je pense en effet qu'on a redit à la fois que nous souhaitions un objet essentiel du parcours des personnes en situation de handicap et le projet de loi plein emploi reconfirme d'ailleurs que c'est une des briques de l'accès à l'emploi importante pour nos publics, l'accès à l'activité professionnelle. Donc je sais que un certain nombre d'associations pourraient revendiquer la fermeture des ESAT. Ce n'est pas du tout la volonté du gouvernement, sinon il ne serait pas lancé à nos côtés dans le plan de transformation et dans les discussions plus générales. Nous pensons tous collectivement que le modèle doit évoluer parce qu'il pouvait être vieillissant, y compris en matière de droits sociaux. C'est l'objet que l'on a devant nous, c'est-à-dire faire progresser la question de l'égalité des droits pour les personnes concernées, ce qui nous semble normal, mais on voit que dans le secteur, on a aujourd'hui des personnes qui ont plus de droits que d'autres, ce qui doit nous interroger aussi collectivement sur les effets de concurrence, un certain nombre de questions d'égalité. Par ailleurs, vous rassurez aussi, je sais que un certain nombre de jurisprudences de l'Union européenne ont pu vous inquiéter sur le modèle des ESAT, l'analyse qui a été faite par la direction des affaires juridiques des ministères sociaux et la DAGE, est bien de dire qu'aujourd'hui, le modèle des ESAT français, tel qu'il existe, ou allemand d'ailleurs, qui ont un modèle assez proche, n'est pas en danger juridiquement et qu'il doit être maintenu. Sur les équilibres budgétaires, pour répondre à la deuxième question, évidemment, les coûts sont peut-être inférieurs. On demeure pas moins qu'on raisonne peu en termes de coûts là-dessus. On cherche à savoir dans quelle mesure les solutions d'accompagnement sont les bonnes, y compris pour les personnes elles-mêmes. Il ne s'agit pas d'orienter vers un ESAT faute de meilleures solutions ou inversement. Donc, nous souhaitons juste avoir les bonnes solutions aux bons endroits, ce qui est aussi une question de cartographie de notre offre qu'il nous faut interroger. Des fermetures des ESAT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas question aujourd'hui de fermer des ESAT. Merci. Alors, c'est vrai que vous avez déjà en partie répondu à cette question de l'équilibre dans la dualité sociale et économique, mais quand même sur l'évolution du coup induite des activités, avec un peu voilà, de nouvelles activités, et puis sachant qu'un certain nombre des aides, on l'a vu, étaient déficitaires, donc cette capacité quand même à évoluer dans les outils de production et peut-être l'impact aussi que ça peut avoir derrière en termes de public accueilli, sachant là on a eu pas mal de questions là-dessus sur voilà, le profil des travailleurs des ESAT, si on est plutôt là sur une évolution des activités proposées au sein des ESAT. À mon sens, c'est même l'inverse, pardon, et c'est ce qui devrait peut-être faire un certain nombre de remontées chez vous. Le projet de loi plein emploi prévoit que désormais, chaque personne qui souhaite avoir une orientation en ESAT fasse l'objet d'un accompagnement par le service public de l'emploi de plusieurs dizaines d'heures pour pouvoir construire son projet professionnel et éviter ce que certains pourraient appeler une assignation automatique vers l'ESAT du côté des MDPH. Ce qui veut dire qu'à l'entrée aujourd'hui, sur les primo-orientations, nous souhaitons avoir peut-être des personnes qui remplissent évidemment l'objet d'accompagnement renforcé. Et peut-être que certaines qui jusqu'ici pouvaient être orientées en ESAT auront davantage leur place en entreprise adaptée. Donc les profils que nous envisageons pour le futur sont ceux qui nécessitent un accompagnement très renforcé dans l'emploi. Et donc c'est bien cette question que les inspections, lorsque nous avons vu, nous avons attirer leur vigilance et sur dès lors que nous avons des profils qui sont peut-être moins productifs de base, dans quelle mesure le modèle économique et le soutien aux structures doit-il être différent et évoluer. On ne peut pas avoir en tête des personnes très productives et en même temps vous demander de les faire sortir en milieu ordinaire, économiquement ça n'a aucun sens. Donc c'est bien un des objets, le cœur de la mission, c'est de trouver dans quelle mesure le collectif de travail doit prendre en compte ces évolutions sur la productivité individuelle tout en restant sur une rentabilité qui permet d'équilibrer le modèle économique.
Merci. Alors, on avait aussi une question voilà, sur l'aspect cotisation. Donc, on a déjà un petit peu abordé ce sujet, mais voilà, un peu des précisions hein, sur voilà, ces nouvelles cotisations salariales, entre guillemets, et patronales. Et puis, le fait quand même que pour un certain nombre de travailleurs qui n'iront peut-être pas forcément travailler en milieu ordinaire, quel est l'intérêt pour eux de cotiser à l'assurance chômage? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, en termes de cotisation retraite, des évolutions à mettre en perspective concernant les travailleurs des AT? Très clairement, c'est vraiment un des sujets, Des la sujets de la question mission. des avantages et des inconvénients. Dans tous les cas, je pense que le taux ne pourrait pas être le même qu'en milieu ordinaire parce que les sujets ne sont pas les mêmes et les risques sont différents. Et en même temps, il est vrai qu'il arrive juridiquement hein, qu'on se retrouve dans des situations où des personnes qui ont exercé leur activité professionnelle pourraient se retrouver demain en situation d'être au chômage après une rupture de parcours. Donc, pourquoi ne bénéficieraient-elles pas des mêmes droits que les autres personnes qui aujourd'hui exercent une activité professionnelle? Donc, on a un sujet de principe et un sujet financier en face qui peut se régler par un taux de cotisation qui soit peut-être assez différent peut-être. Je pense que là-dessus, en la matière, on n'a clairement pas décidé et les inspections doivent vraiment nous éclairer. Donc, je suis désolé de ne pas avoir toutes les réponses immédiatement, mais c'est aussi le rôle de l'inspection, c'est les raisons pour lesquelles on l'a mobilisé. On a bien compris que c'était l'objet de la mission. Alors, il y avait aussi un volet sur, voilà, bon, c'est vrai que là, avec le plan de transformation et la loi sur le plein emploi, on a de nouveaux droits individuels et collectifs, mais il y avait un peu la question aussi, voilà, des obligations, des contreparties à ces nouveaux droits. Donc, est-ce que ça aussi, c'est un peu en ligne d'horizon, cette notion de, voilà, d'équilibre entre droits et devoirs des travailleurs des AT? Et je pense que c'est un dialogue qui doit se construire à niveau de chaque établissement et service. Moi, je serais intéressé par vos propositions en la matière. Je ne m'identifie pas immédiatement comme celle-ci, mais écoutez, si vous voulez ouvrir ce sujet-là, les groupes de travail vont être relancés avec la DGCS pour continuer le plan de transformation. Je pense que c'est un des éléments qui peut être là. Je ne veux pas pour autant euh, venir apporter un discours de libéralisme économique en disant que l'augmentation des salaires, en rappelant quand même que la rémunération mensuelle restera à peu près identique pour eux, parce qu'aujourd'hui, un travailleur en ESAT qui touche l'allocation adulte handicapé est autour de 1 300 1 400 euros par mois. Donc, de son point de vue, la différence de statut ne sera pas très différente, donc ne légitime pas forcément qu'il y ait une évolution dans son affichage. Mais après, comme toujours, très ouvert aux discussions si c'est un élément que les gestionnaires des aides souhaitent faire avancer. Merci. Et puis donc je crois qu'on en est presque à la fin. Voilà, c'était bon. Mais je crois que ça a été un petit peu dit là dans le cadre de ce qu'on a pu observer dans l'enquête. Hein. C'est quand même un certain nombre de répercussions des différentes mesures là qui ont été adoptées ou qui sont projetées sur des avantages annexes. Et en particulier là sur voilà, les mutuelles, les complémentaires santé existantes, hein, le risque, hein, en gros, que il y a un moins bon, une moins bonne mutuelle parce qu'il y a une obligation accrue. Donc voilà, c'est un peu cette mise en balance. Mais bon, je pense que ça, c'était plus pour pointer ce risque-là sur un certain nombre d'avantages annexes, pardon, et sur la complémentaire santé, sauf si vous voulez réagir. Non, c'est évidemment un sujet qu'il faut avoir en tête. Comme je voyais dans le chat, pardon de ne pas pouvoir répondre à toutes vos questions, elles sont nombreuses, mais les questions des impacts sur les droits connexes, sur les APL, un certain nombre de sujets qui aussi attirent l'attention de l'inspection, puisque aujourd'hui, le fait d'avoir de l'AAH permet d'avoir un salaire et un revenu fiscal de référence plus bas qu'un certain nombre d'aides sociales nous permettent, qui sont préalables à l'obtention d'un certain nombre d'aides sociales. Il faut l'avoir aussi en tête dans nos travaux et les inspections l'ont bien entendu. Donc, en la matière, oui, évidemment, il faut qu'on ait une vigilance particulière et nous serons très intéressés, notamment par celles et ceux qui, déjà, dans votre réseau, ont pu faire émerger ces droits et savoir quelle a été leur méthode pour justement éviter d'avoir des répercussions négatives. Merci. Et puis voilà, donc sur la dotation aux ESAT, hein, donc est-il prévu qu'il y ait une augmentation de cette dotation globale et puis le fait de valoriser aussi tout ce qui est temps partiel ESAT en considérant aussi un accompagnement avec une file active. Et donc voilà, c'est un peu tout ce qui est autour des moyens hein, dont vont être dotés les ESAT pour mieux accompagner ces parcours et les évolutions en cours. Donc, sur le volet, donc plutôt budget social là, des ESAT. On a parlé du budget commercial tout à l'heure, mais là, plutôt
Oui, oui, très clairement, c'est évidemment le sujet. On ne peut pas à la fois vous demander d'accompagner des publics qui ont besoin de davantage d'accompagnement éducatif et social et d'accès de formation et ne pas mettre en face les moyens nécessaires. Donc, je sais qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont en attente et sur lesquelles nous nous battons, sur les conseils d'insertion professionnelle notamment, sur le FATESAT Oui. également. Je vous l'ai dit à certains d'entre vous qu'au niveau de la ministre, elle a pris son bâton de pèlerin à plusieurs reprises pour aller voir la Première ministre et indiquer à quel point il était important pour nous, au regard de la discussion qu'on a aujourd'hui, de pouvoir vous accompagner sur ces sujets. Au-delà de ça, et sur une perspective peut-être qui est un peu plus moyen terme et pas en 2024, la question de CRF1PH, c'est-à-dire la tarification des établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées, doit être aussi l'objet pour nous d'une avancée en la matière, puisque nous devons être en capacité de mieux accompagner celles et ceux d'entre vous qui ont des publics qui nécessitent un taux d'accompagnement plus élevé. Et donc l'individualisation de la tarification par ESAT au regard du public qui les accompagne doit permettre aussi de prendre en compte ces particularités et faire en sorte que chacun d'entre vous ait une dotation qui s'adapte à la réalité de son activité et des personnes qui l'accompagnent. Merci. Donc, vous confirmez que, en tout cas, dans le projet de loi de finances 2024, il n'y a rien inscrit concernant le FATESAT et l'embauche de CIP. Alors, sur CIP, c'est PLFSS, donc c'est pas encore le cas. Pour ce qui concerne le FATESAT, je préfère ne pas vous donner de faux espoirs tout en essayant de continuer pour qu'en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, un certain nombre d'amendements qui ont été déposés par un certain nombre de députés qui nous accompagnent puissent être repris in fine. Mais pour l'instant, je vous laisse cette réponse en joker, mais nous continuerons à nous battre. Nous pensons que c'est vraiment un outil essentiel et important et indispensable si on veut accompagner notamment celles et ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à maintenir une activité économique. Et toute chose égale par ailleurs, je tiens juste à dire que si nous décidons de rien toucher au montant de 5%, et pourquoi pas, les options sont toutes sur la table, il n'en demeure pas moins qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a une situation financière pour un tiers des ESAT qui nécessite d'avoir une action proactive. Et quelles que soient les autres considérations, on ne pourra pas faire fi d'avoir une analyse pour avoir un regard attentif en la matière. Donc, je pense que le FATESAT est un de ces outils. Il peut y en avoir d'autres, mais décorrélons aussi nos débats les uns des autres. Je pense qu'il y a à photographier et instanter un certain nombre de questions qui se posent déjà, sans même parler des droits nouveaux et des futures décisions. Merci. Donc, voilà les quelques questions qu'on avait répertoriées. On en a eu d'autres. On essaiera d'ailleurs d'y répondre là en envoyant là, le replay du webinaire. Mais voilà, on a essayé un peu de regrouper quelques questions. Donc, merci, Monsieur Le Baillon, d'y avoir répondu. Patrick. Merci à vous et on reviendra quand les inspections auront livré leurs travaux, ce qui nous permettra aussi d'avoir des réponses plus précises et des décisions à partager avec vous et surtout en amont à construire avec vous, puisqu'il s'agira bien de partager le diagnostic et de se dire ce qu'on en fait pour avancer collectivement. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette participation. Voilà, vous avez évidemment entendu cette inquiétude qui s'exprime du réseau des ESAT, mais aussi la volonté effectivement d'aller de l'avant en ce qui concerne les droits des travailleurs. Il faut noter que, outre la pression économique qu'il y a sur les ESAT, il y a aussi une pression institutionnelle, alors, qui, notamment, je veux citer le taux de sortie des ESAT vers le milieu ordinaire, qui devient maintenant une composante forte lors des négociations de CEPOM en ARS. Donc, ça fait beaucoup pour ces structures, dont toutes ces interrogations qui se posent là aujourd'hui, mais auxquelles vous avez répondu à une partie, évidemment. Nous attendons dans les semaines et les mois à venir encore plus de données et puis aussi plus de discussions pour avancer sur ces sujets.
En tout cas, moi, je tiens à vous remercier tous pour votre participation. Je l'ai dit tout à l'heure, nous étions à une pointe à 586 participants. Et puis, bien, je remercie Monsieur Le Baillon, Monsieur Rozoy, Madame Marty pour vos participations. Et puis, merci à tous les organisateurs, organisatrices de ce webinaire. Et à très bientôt parce que nous allons continuer évidemment de communiquer sur tout ce qui se passe sur les ESAT, sur les réformes en cours et celles qui sont à venir. Merci à tous, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.